C'est bien passé. Pas un petit Très accro au bien début. Bonjour, Jean-Christophe. C'était bon, ça. C'est parce que c'est le Jean, tu sais. Le Jean, ça m'a tout mêlé dans mes dendrites quelque part, là. Il y a une petite nervosité. Là. Salut. C'est ça. Bonjour, Jean-Christophe. Bonjour, Jean-Christophe. Bonjour et bienvenue à vous, Jean-François Sénéchal, votre prof. Comment allez-vous cette semaine? Bienvenue à ton podcast préféré. Bienvenue à cette dernière et ultime rencontre. Et pour l'occasion, de nouveau, je suis accompagné en studio. Votre collègue de classe a décidé de se pointer ici en studio. Il s'appelle Jean-Christophe Baleine. Comment ça va, Jean-Christophe? Ça va bien, toi, Jean-Christophe? Jean-Christophe. Je suis pas habitué, là. Jean-François. Ou JF. Tu sais, Jean-Christophe, il m'appelle Jean-Christophe. Ben c'est bon, on commencera comme ça. Ça va bien, Jean-Christophe? Yes, ça va bien, toi? Je suis content d'être ici. Merci. Tu peux m'appeler JF. On va se tutoyer pendant l'enregistrement. Ça va rendre ça encore plus cordial. Le podcast d'accompagnement, est-ce que tu as écouté ça pendant la session? Je pense que oui. Là, j'ai pris en note plusieurs de tes indices dûment transmis à chaque semaine. Ça s'est bien passé? Ouais, c'est super bien passé. C'est quoi ta routine d'écoute? Je te dirais que ça dépend de semaine en semaine. T'sais, des fois, j'allais prendre une marche entre deux pauses d'études, puis j'écoutais le podcast en même temps. Puis d'autres fois, tu sais, je défaisais le lave-vaisselle ou je faisais des tâches ménagères, puis j'écoutais le podcast en même temps. Des fois même, c'était sur la route. Ça dépendait vraiment de semaine en semaine, je te dirais. Excellent, mais ça ressemble un petit peu au portrait. Là. Je sais pas si tu as vu sur la page Instagram, là, j'ai publié des photos des étudiants qui est dans leur lieu d'écoute. Là, ça ressemblait à ça, là, dans l'appart. Il y en a plusieurs qui étaient en auto, en prenant leur marche dans le coin, sur leur lieu de boulot. S'il y en a qui écoutaient ça quand c'est possible, tant mieux. Parle-moi un peu de toi. C'est quoi ton programme? D'où t'arrives? Dans le fond, je suis en génie mécanique. Je termine à l'automne prochain. Puis, dans le fond, j'ai commencé à en parler tantôt. J'étais plutôt actif sur les forums puis ces choses-là parce que justement, j'avais pas d'emploi pendant la première moitié de l'été. Fait que j'utilisais un peu... j'avais 2 cours d'été, fait que j'utilisais ça un peu comme emploi de temps. Puis ça me permet aussi de me garder à jour puis de garder une certaine rigueur aussi. Là. Puis à partir de la deuxième moitié de l'été, je vais commencer à travailler pour le laboratoire de mon professeur de maîtrise. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Louis Gosselin. Shout-out Louis Gosselin. Shout-out, oui. L'énergie renouvelable. On le connaît bien, Louis. Puis, si vous voulez voir un petit peu une idée des participations de Jean-Christophe, vous irez voir ses billets sur les forums. Là, c'était assez impressionnant. Est-ce que tu es toujours crinqué comme ça dans les forums ou Je te dirais à l'écrit, là, c'était impressionnant. Là. J'ai toujours aimé écrire. C'est que je peux donner une petite anecdote. Là. Quand j'étais plus jeune, j'avais la plume facile, mettons. Mais j'écrivais beaucoup d'histoires. Puis à un moment donné, j'avais écrit, quand j'avais 11 ans, j'avais starté une histoire de fantaisie d'une 30aine de pages. Puis je la faisais lire à ma grand-mère, puis elle avait bien du fun à corriger mes fautes. Fait que là, j'étais comme « Ah, grand-mère, je veux que t'ailles, je veux pas que tu corriges mes fautes. » Ça, c'est frustrant, ça. Les autres, ils corrigent les fautes. Moi, mais lis l'histoire. Mais c'était impressionnant de voir parce que, c'est ça, je dirais que j'ai toujours 200 étudiants, autour de 200. Puis c'est rare que ça écrit aussi bien, puis aussi profusément, puis aussi authentiquement. Là, on en parlait un petit peu dans notre avant-match quand t'es arrivé. Là, je trouvais que ton écriture, c'était ça. Là, c'était très authentique, très profus, très rigoureux, très à l'aise avec la plume. C'est quelque chose que à l'écrit là, sur les forums, c'est de plus en plus compliqué à voir. Là. C'est-à-dire que moi, ce que je remarque, c'est que les textes sont de plus en plus longs et fournis, mais c'est souvent plutôt générique. Puis plutôt, on voit là, que c'est de plus en plus accompagné avec les LLM. Je comprends là, que ça aide plusieurs à maîtriser un outil, la langue qui est pas encore très bien maîtrisée. Mais pour un prof, là, vous autres, vous les lisez pas toutes, les billets, là, moi je les lis tous, puis tomber sur un billet qui ressemble à ça, là, ça fait du bien. Je suis quasiment content de...
je suis quasiment content de voir des fois des fautes, tu sais, tu disais que ta grand-mère cherchait les fautes. Moi, je suis content quasiment des voir, là, les traces de vie étudiante puis d'une pensée qui est en train de se faire et non pas une pensée qui a de la misère à se construire puis qui se fait accompagner. Puis là, t'as un long texte avec 5 beaux paragraphes, un intro, une conclusion puis quelques mots en caractère gras. Ah, ça, c'est lourd en ce moment. Non, je comprends. Mais je pense que c'est ça. Il y a beaucoup de monde, d'après moi, qui aime pas écrire à la base. Fait que pour eux, ça peut paraître comme une tâche. Mais tu sais, des gens comme moi qui aiment écrire, tu sais, je suis tout le temps partant pour être celui qui va prendre le relais dans des projets comme par exemple le TP2, tu sais, pour faire la rédaction. Parce que j'aime ça écrire, puis tu sais, je trouve que c'est un art en soi, là. Puis, tu sais, je dirais que les LLM, je pense qu'il faut surtout le voir comme un outil. Je pense qu'il y a vraiment une grosse différence entre l'utiliser comme un outil puis l'utiliser comme une béquille. Ouais. Parce que, tu sais, si tu utilises la LLM pour écrire ton texte à ta place, ben là, c'est sûr, ça va paraître comme un peu, excusez l'anglicisme, mais ça va paraître soulless, là. Ah oui, ça va être... c'est ça qu'on voit, là, ça manque d'âme, là. C'est comme, c'est ça, là, moi, ce que j'aimais voir, c'est des étudiants qui sont en train d'apprendre, la pensée est en train de se construire, puis je dirais qu'il y a 10 ans, quand j'avais ouvert ces forums-là, je le voyais, là, les erreurs, l'étudiant qui maîtrise mal les concepts, qui essaye de les expliciter, puis tu sais, c'est ça aussi. Mais je suis habitué de voir ça, là, de former. Je m'attends pas à ce que ça soit bien construit, bien conçu. Fait que ces traces-là me manquent un peu, là, en ce moment, là, quand je lis ça, là. Fait que je comprends. Ça doit être plate aussi, là. Parce que tu dis, tu sais, que les étudiants, en même temps, ils travaillent pas aussi fort puis se développent pas autant que si il y avait juste pas demandé à l'LLM d'écrire au complet leur paragraphe. C'est ça, c'est comme s'il y a plusieurs personnes qui perdent leur temps, là, c'est-à-dire qu'eux autres, ils perdent leur temps en faisant générer des textes comme ça. Ils vont avoir les petits 5 points, là, ils vont avoir les quelques points là, sur mais c'est ça, on dirait qu'eux perdent leur temps parce qu'ils apprennent pas vraiment à eux-mêmes s'exprimer sur les concepts. Puis moi, je perds mon temps en lisant beaucoup trop de billets trop longs, écrits de cette façon-là. Qui ont servi essentiellement à rien, là. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de monde qui perdent leur temps. Tu sais, on se dit, mais ça sert, c'est utile, on gagne en efficacité. Pas sûr tant que ça. Là, pour l'instant, en tout cas, l'outil forum en tant que tel, déjà, il était drôlement organisé, mais là, le contenant était bizarre là, sur ce forum-là. Mais là, le contenu, en plus, il perd de son sens. Fait que, voilà, je fais part de mes réflexions sur cet outil-là. Mais on parlait du podcast. Donc, en tout cas, j'espère que au moins le podcast, ça vous a permis de suivre pendant toute la session, d'avoir votre petit rappel à chaque semaine. C'est ça le défi en été, là. Oubliez pas. Il y a un cours d'éthique, puis là, ton prof à chaque lundi midi, il arrive dans ton canal de podcast. Puis c'est vrai, il y a le cours. Fait que si je l'écoute pas, au moins j'ai un rappel que mon prof existe. Puis ce cours-là existe aussi. OK, sautons dans pas dans le contenu, mais dans le cours. Quelques rappels peut-être avant d'entamer le contenu. Déjà, merci pour les TP2. J'ai vu que les TP2 avaient été déposés. Puis habituellement, quand les TP2 sont déposés, là, le lundi matin, c'est aussi les courriels avec des points d'exclamation qui commencent à rentrer. Fait que là, aujourd'hui, ce matin, j'éteignais les principaux feux, mais c'est ça, le défi d'un travail d'équipe. Tu as dû le ressentir aussi, là, faire un travail d'équipe. L'été, c'est compliqué. C'est déjà compliqué automne-hiver, là, mais l'été, les gens sont isolés, sont dans leur coin. On fait un cours à distance, puis c'est ça, le lundi, moi, je me retrouve avec une tonne. Pas tant que ça, là, mais il y a au moins, je dirais, au moins 3 équipes là, que ça a été plus que compliqué. Là, fait qu'on va essayer de gérer ça prudemment, mais en même temps, c'est ça. Moi, c'est cyclique, là, fait que ça fait partie de la normalité quasiment là, que le lendemain de la date de dépôt, la frustration sort. Ça, tu dois être habitué aussi. C'est pas la première année que tu fais le Non, c'est ça. C'est comme cyclique. T'essayes de pousser tout le monde à les faire à l'avance puis à résoudre les problèmes en amont. Puis finalement, peu importe ce que je fais, je dirais là, que ça finit tout le temps par ressembler à... Il y a quelques équipes qui vont faire tout le travail en une semaine. Puis là, ça crée des stress, des tensions. Il y en a qui est pas là pendant la semaine. Le nom est pas là. Puis là, c'est ça. On se retrouve avec essayer de gérer ce genre de problème. Mais ça fait partie des défis. Donc, merci pour vos TP2. Reste à corriger tout ça. On va voir ce
c'est Nicolas qui va corriger, mon auxiliaire Nicolas qui va corriger tout ça. Autre événement important, mais l'examen final, ça s'en vient. C'est le 14 juillet, en plein FEC. Désolé, je ne sais même pas, j'ai pas regardé la programmation, mais le 14 juillet, votre examen, ça va être de 18h30 à 20h30. Ce qui vous laisse le temps de partir peut-être après là, pour un show à 21h. Je sais pas c'est quoi. Ce sera au Deconinck 1157 si votre nom commence, notre famille commence entre A et H et Deconinck 1245 pour les noms I à Z. Et pour ceux que ça intéresse, vous le savez aussi, j'ai prévu un caout récapitulatif. T'as-tu vu ça? J'ai vu ça. T'as entendu parler de ça? On va faire ça, donc le midi du 14 juillet. Le 14 juillet, c'est votre examen. Puis le midi, j'ai prévu une petite séance live via Zoom. Là. On va se brancher. On n'a pas eu de live ensemble, là, mais on va faire ça. Directement sur un Zoom, je vais vous présenter un caout, puis on va transpirer. T'as-tu déjà gagné un caout? Bonne question. Je te dirais que... T'as-tu déjà fait ça? J'ai déjà fait caout plusieurs, mais j'ai tendance à pas les gagner parce que avec le timer qui baisse à chaque question, je capote, j'appuie pas sur la bonne. Puis là après ça, je me dis, hey, je la savais celle-là, mais pourtant je l'ai manqué. Ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses à maîtriser, là, pas juste le contenu. Il y a le stress, puis le timer, puis voilà, ça fait partie des défis. Puis en même temps, on s'amuse bien avec ça aussi, ça dynamise le tout. Puis moi, je vais poser des questions. Probablement qu'il va y avoir au moins une question par module. Fait que ça va me permettre un petit peu de jaser des modules. Tu vas-tu être là le 14 sur Zoom? Au caout, ouais. Ouais, absolument. Excellent. Bien hâte de te voir, puis bien hâte de voir les autres aussi. On verra. Peut-être que si t'es le seul à te brancher, tu gagneras ton premier caout. Ça sera une autre façon. Ça serait bon, ça. Une autre façon de gagner. OK, sautons dans le module. Cette semaine, on passe au module 12. Vous allez voir, c'est un module qui est récapitulatif. On va parler du système professionnel. On va explorer, on va essayer de résumer les principaux arguments les plus convaincants pour défendre le système professionnel, puis adresser quelques critiques aussi là en cours de route. Là, vous avez vu le système, on a vu certaines limites, failles. On va essayer là aussi, là, dans le module 12, de résumer tout ça. Puis c'est exactement comme ça que j'ai pensé mon podcast aussi aujourd'hui. On va essayer de résumer quelques critiques puis quelques forces du système ensemble. Puis, le module 12, c'est une façon aussi de se poser de façon rétrospective la question à quoi ça sert un système professionnel. Donc, tout au long de la session, là, j'ai essayé de vous le montrer, le système professionnel, à quoi ça peut ressembler, c'est quoi les lois, c'est quoi, je vais raconter l'histoire du professionnalisme. Puis à la fin, vous êtes mieux outillé pour savoir à quoi ça sert un système professionnel. En ce moment, vous devriez être capable de savoir que c'est pas un ordre professionnel, c'est pas un syndicat. C'est quoi un syndicat? C'est quoi la grosse différence entre un syndicat et un ordre professionnel? C'est quoi la grosse différence? Selon moi, l'ordre, il est là pour protéger quelque chose d'externe. C'est par exemple, l'OIQ est là pour protéger en fait le public, pas nécessairement ses membres comme c'était le cas avant. Un syndicat, selon moi, est plus là pour protéger ses membres, mais je dis ça sous toute réserve. C'est pas mal ça. C'est-à-dire qu'un syndicat, habituellement, c'est là pour défendre les droits des travailleurs. Habituellement, tu travailles pour un employeur, puis là, il est là pour défendre les membres qui font partie du même syndicat que toi, qui travaillent souvent pour le même employeur. Donc ça, alors que l'ordre professionnel, maintenant, vous le savez, c'est là pour protéger le public. Puis peut-être protéger les membres, mais protéger les membres uniquement qui protègent le public. Mm-hmm. C'est un peu ça le défi, pas défendre les membres parce qu'ils sont membres, mais défendre les membres parce qu'ils protègent le public. Mais le cœur, écoutez, si vous savez pas encore ça, là, on a un problème. Si en ce moment, là, puis d'ailleurs, je m'en sers des fois comme question diagnostique dans mes évaluations, là. Si l'étudiant confond syndicat puis ordre professionnel en ce moment, à la fin du cours, ça n'a pas été ton cas, tu vois, tu as réussi à la faire. Là. C'est un test, ça. C'est un bon test, là. C'est-à-dire que souvent, au début du cours, ils confondent les deux, puis c'est correct. Puis à la fin du cours, il faudra au moins être capable de distinguer les deux, ce que tu as réussi
à le faire. Mais en ce moment, vous devriez aussi connaître suffisamment le système professionnel pour voir aussi les failles, les limites. C'est un système que j'ai tenté de défendre puis de montrer à son plus fort, mais en même temps, en cours de route, là, vous avez sûrement ressenti quelques failles dans le système professionnel. J'ai 5 failles à vous présenter, à te présenter. Je les ai puisées dans le texte de Mark S. Frankel, qui est un texte que vous avez à lire, mais que je vais résumer entre autres ici, mais que je résume aussi dans le cours. Ça s'appelle Professional Codes, Why, How, and with What Impact. Donc, à lire ou à consulter peut-être après avoir écouté le cours, puis après avoir écouté ce podcast. Donc, 5 failles. Il y a des failles dans le système professionnel. La première que j'aimerais nommer le conservatisme. C'est un système qui est difficile à changer, donc qui est conservateur, qui tente de se préserver puis de se défendre contre les tentatives de modification. La loi sur les ingénieurs, ça n'a pas vraiment changé depuis 30 ans. Donc, les changements sont lents. C'est quelque chose qu'on ressent quand on observe le système. C'est des gros bateaux. Ça prend du temps à changer de cap, là. C'est lourd. D'ailleurs, est-ce que tu as vu des gros changements dans le système depuis 40 ans? À part 1973, il n'y a pas eu grand-chose, je te dirais, de massif, là. Il y a eu une commission aussi et là, mais... Il y a des commissions, puis les commissions ou les éléments de contexte, ils viennent tester le système. Mais t'as raison, le système en soi, là, depuis 40 ans, ça n'a pas vraiment changé. Donc, c'est un système qui est lent, qui est conservateur, qui est difficile à changer. On va voir plus tard là, que ça fait aussi partie de ses forces, parce qu'il y a une raison là, pourquoi les systèmes comme ça sont durs à mouvoir, mais on reviendra un peu plus tard, mais disons que celles et ceux qui disent que le système il est lourd, il est difficile à changer, ils ont raison. Donc, si on veut changer une loi, puis c'est nécessaire, ça fait partie d'un système légal, là, donc il faut passer devant le législateur, puis là, des fois, les projets de loi sont tablettés parce que le gouvernement change. Donc, sur 40 ans, ça va pas vite, là, ce genre de modification. Donc, si tu as l'impression qu'il est un peu figé d'il y a 40 ans, ben, tu rêves pas, là. Il est écrit, le code n'a pas vraiment changé depuis 1970. J'ai l'impression que c'est de même un peu partout au Québec aussi. Quand on regarde le système de la santé, là, ça fait combien d'années qu'ils veulent essayer de le remanier puis le changer, puis ça stagne parce qu'ils disent que c'est tellement une grosse bébite à modifier que quasiment si ça se fait pas, là. Ouais, c'est ça. Puis ça, c'est des structures, des infrastructures, mais lorsque ça c'est institué dans des lois, des codes, des normes, des chartes, c'est encore plus difficile à changer. Donc, le système de santé, il est enchâssé dans des lois. Le système professionnel, il est enchâssé dans des lois. Quand tu veux le changer, il faut que tu te lèves de bonne heure, puis ça passe par des modifications dans les lois. Ce qui fait que ça peut être long et pénible d'essayer de changer le système. J'y reviendrai plus tard. Il y a quand même une fonction à tout ça, mais on rêve pas. À celles et ceux qui disent que c'est long, c'est lourd, c'est vrai. Deuxième critique, deuxième faille ou limite du système professionnel, je l'ai nommé intellectualisme. Ce que je veux dire ici, c'est que c'est un système qui intéresse souvent des intellectuels comme moi, mais qui intéresse pas beaucoup les professionnels qui sont souvent les premiers concernés par le système. Donc, les ingénieurs, les futurs ingénieurs, les futurs professionnels en sciences et génie connaissent souvent mal le système, ça les intéresse peu. Les lois, on entend parler un peu d'un cours d'éthique, là, mais après ça, ils savent pas trop. Ils savent que ça existe. Si on est chanceux, ils en ont un vague souvenir, mais ça les intéresse peu, alors que des juristes et des profs comme moi, nous autres, on triple là-dessus. Donc, ça crée vraiment une drôle de dynamique. Les textes, le système intéressent peu les principaux concernés, puis intéressent beaucoup des gens qui sont à l'extérieur du système comme moi. Mm-hmm.
Donc, ça crée une petite distance supplémentaire. Tu sais, les professionnels se sentent loin de leur système, donc ils sont là, c'est des lois, c'est externe à moi, je sais même pas d'où ça vient, j'en comprends pas la pertinence. Donc, ça crée un drôle. Alors que pour moi, ben non, je suis capable d'en parler, je suis capable de l'expliciter, je suis capable de l'expliquer à mes étudiants, je suis capable même de donner des formations à des professionnels plein titre. Donc ça, c'est curieux, là. Tu arrives avec des professionnels plein titre qui savent pas exactement c'est quoi un ordre professionnel, puis à quoi ça sert. C'est pas grave quand c'est un étudiant en début de la session et qui confond syndicat et ordre professionnel. Mais quand c'est un professionnel qui a 10 ans d'existence et d'exercice de la profession, qui confond les deux, c'est un problème. Ouais. Intellectualisme, c'était la deuxième faille. La troisième faille, corporatisme. C'est comme ça que je la nomme. J'en ai parlé un petit peu là, quand je parlais de l'identité corporative. C'est le fait que votre premier groupe d'attachement, ça devient rapidement votre employeur. 2 ans après. Ouais, t'as retenu ça, hein? C'est ça. Dans la première année, la deuxième année là, d'exercice de la profession, on oublie vite c'est quoi un ordre professionnel. Puis mon premier groupe d'appartenance, c'est plus vraiment mon ordre, c'est plus mes collègues de travail, puis mon employeur. Je l'ai choisi, je l'aime, ça correspond à mes valeurs, mes ambitions, puis ça fait partie de mon identité. Donc, corporatisme, là, c'est par ça que c'est comme ça que je nomme cette faille-là. Ça fait partie des failles du système professionnel à convaincre les professionnels que leur groupe d'appartenance premier, c'est leur ordre professionnel. Puis aussi, dans l'idée de corporatisme, l'idée de pensée de groupe, là, on en a parlé au module 10, là, étant donné que c'est votre premier groupe d'appartenance, ben, il y a toutes les failles de la pensée de groupe qui peuvent être à l'œuvre au sein de ce groupe. Est-ce que tu te rappelles un petit peu des symptômes de la pensée de groupe? Je me rappelle plus particulièrement la polarisation de Moscovici et Douas, je pense que ça se prononce, là. Oui. Ça m'a brisé le cerveau, ça. Parce que quand je l'ai lu au début, là, qui disait que quand t'arrives en groupe, les gens devenir plus extrêmes, tentent de devenir plus extrêmes, j'étais comme, ça fait aucun sens. Là, je l'ai lu, là, j'étais comme, impossible. Impossible. Mais c'est drôle à observer, mais souvent, c'est ce qu'on voit aussi sur les réseaux sociaux, là, c'est que les positions extrêmes, tu sais, les modérés se taisent puis regardent un petit peu le débat se nourrir par lui-même. Puis les positions extrêmes qui sont défendues par les personnes les plus vocaux et qui font du bruit, qui ont des positions des fois un petit peu plus simples à expliquer, qui reposent sur des arguments des fois un petit peu plus convaincants ou des fois c'est des faux arguments, là, mais néanmoins c'est plus facile de convaincre. Mais on voit ces positions-là se dessiner. Puis là, t'as ceux au milieu qui se disent qu'ils doivent se ranger d'un côté ou de l'autre. Ben c'est ça. Tu sais aussi, j'ai pensé un peu là, par après, là, je me disais, il y a beaucoup de gens, je pense, qui sont catégorisés comme modérés. Puis c'est souvent parce que ils ont peut-être pas fait de recherche ou se sentent pas, disons, suffisamment confiants de dire, OK, moi, j'appartiens au côté gauche du spectre, j'appartiens au côté droit. Fait qu'ils sont comme au milieu dans une situation de comme, je suis pas au courant, fait que je préfère pas me prononcer. Puis là, t'as quelqu'un d'extrême, beaucoup plus polarisant, qui arrive pis qui dit, hey, moi, j'ai la vérité, regarde, c'est le même, c'est comme ça que ça se fait, c'est bang. Puis là, ils sont comme, ah, pis ça fait du sens. Fait que, OK, peut-être, I guess. Ouais, puis ça, tu vois ça dans la plupart des groupes, là. C'est pour ça que c'est important de s'en rappeler. Ça existera au sein de ton ordre professionnel aussi. Ça existera au sein des membres ou des travailleurs qui t'entoureront dans ton groupe de travail. Tu sais, s'il y a des décisions délicates qui sont prises dans ton milieu de travail, ben tu vas voir cette polarisation-là à l'œuvre. Et là, les autres symptômes de la pensée de groupe aussi, là, je les mentionnerai pas tous, là, mais censure, autocensure, ça va être à l'œuvre, lequel qu'on avait uniformisation par les gardes de la vertu, là, des personnes qui
voient bien qu'il y a des tensions, puis qu'ils veulent baisser les tensions, puis qu'ils vont des fois taire des informations qui pourraient nourrir certaines tensions, alors que des fois, il y a des informations qui sont pertinentes. Mais tout ça pour revenir à la critique de corporatiste. Donc, l'idée que au sein des ordres professionnels, le groupe a tendance à se défendre entre eux. Les membres ont tendance à se défendre entre eux. Puis les ordres professionnels ont des fois aussi tendance à défendre les membres parce qu'ils font partie du groupe et non pas parce qu'ils protègent le public. Donc ça aussi, c'est une des difficultés. Je l'ai appelé corporatisme. La quatrième faille, c'est policiarisation. C'est comme ça que je l'ai nommé. C'est le fait que les ordres ont tendance à, étant donné qu'il manque de fonds, étant donné qu'il manque de ressources, ils vont avoir tendance à se réfugier derrière leur plus simple fonction, surveillance et sanctions. Puis ça, on le voit dans certains ordres professionnels. Il manque de ressources, il y a des cotisations, là, puis là, c'est pas assez, mais ils veulent pas demander aux membres d'accroître les cotisations. Fait que qu'est-ce qu'ils vont faire avec le peu de moyens qu'ils ont? On va faire le minimum, on va juste surveiller les membres, on va juste sanctionner les pires, puis ce que ça projette comme image, c'est ça. C'est un ordre qui surveille, puis qui sanctionne, puis en plus, il sanctionne juste les pires, fait que là, tu vois juste comme portrait, là, ça fait un portrait d'un ordre qui sanctionne, puis ça met en exergue les professionnels qui commettent les pires atrocités, atrocité, c'est un peu fort, là, mais qui commettent des manquements au sein de leur ordre professionnel. Donc ça aussi, ça peut nuire à l'identité des membres envers leur ordre professionnel. Là. Ben, c'est quoi mon ordre professionnel? C'est juste la police qui me surveille. Ouais. Puis c'est qui les autres professionnels? C'est juste des personnes qui ressemblent à tel autre là, qui ont réussi à pogner. Donc ça, c'est un petit peu c'est une des failles du système que j'ai identifié puis qui est identifié dans le texte. Je pense que le raisonnement fait quand même du sens, en plus, quand on y pense. Là. Tu sais, je me dis, un ordre, ben, la base principale, par exemple, l'Ordre des ingénieurs du Québec, c'était de protéger le public. Fait que quand t'as plus de fonds pour rien faire d'autre, tu te réfères un peu à ta fonction principale, c'est quoi qui reste à faire si je dois protéger le public? C'est sanctionner puis c'est surveiller. C'est ça. Mais puis ça, c'est bien, mais c'est le minimum requis. Mais pour créer une identité professionnelle, si tu résumes juste ta fonction à ça, ben faut pas se surprendre après si les professionnels regardent leur ordre, puis c'est qui cet ordre-là? Puis là, absolument. Pourquoi je m'impliquerais là-dedans? C'est juste quelqu'un qui me surveille, puis là, ton ordre t'appelle, puis on va faire une visite. Ben, la police arrive. C'est quoi là, cette histoire-là? Encore la police, puis... allez, ça me coûte trop cher. Moi, je donne des cotisations pour quelqu'un qui me surveille puis qui va éventuellement me sanctionner. À quoi ça sert? Ben, il manque aussi les autres fonctions. Puis ça, on y arrivera, là, parce qu'il y a des forces aussi du système professionnel. On y arrivera, mais pour l'instant, on garde cette critique-là. Policiarisation ou judiciarisation, là, c'est l'idée que ton ordre professionnel se réduit à sa fonction policière. 5e critique. Asservissement et perte d'autonomie. Donc, on l'a vu dans le cours, là, entre autres quand on parlait de l'histoire du professionnalisme. On a vu le cumul des erreurs et des errances de certains membres d'un ordre professionnel avec la commission Charbonneau. On a vu les commissions Malouf, Johnson. On a vu plusieurs crises là, qui se sont traduites par un resserrement des contraintes, puis un durcissement de l'encadrement, puis on ajoute des normes, puis on ajoute des lois, puis on ajoute ça, là, ce contrôle externe. Puis ce que ça fait à la fin, c'est un groupe qui est assujetti à des normes, des lois, puis un ordre professionnel qui joue à la police. Donc, on est bien loin là des premiers groupes qui se servaient de leur jugement puis qui se disaient c'est important d'avoir des professionnels qui sont libres, qui exercent leur jugement, qui se contrôlent entre eux. On est bien loin de ça. Là, on est dans un système où il y a des lois, il y a des normes, c'est plein, c'est lourd. Mon ordre il est là juste pour me surveiller. Donc on est bien loin de cet idéal-là là, d'avoir un groupe de personnes qui se regroupent parce qu'ils ont des idéaux
des valeurs partagées. Comme c'était avant. Ben, comme c'était, ça n'a pas toujours été ça, mais ça faisait partie des idéaux. Sont encore là, ces idéaux-là, là. Mais si on se retrouve juste avec un ordre professionnel qui est juste là pour appliquer des normes, des règles, puis pour vous, votre système, c'est juste des lois, des normes qui vous encadrent, mais il n'y a plus beaucoup de place à l'exercice du jugement. On a juste des pauvres professionnels qui suivent les lois, les règles, puis qui se plient au système, sans même comprendre la pertinence puis la valeur du système. C'est pas ça qu'on veut comme acteur, là. On veut des acteurs comme toi, là. Libre, à une pensée libre, qui est capable d'exercer par elle-même son jugement, qui a pas, à la limite, qui n'a pas besoin même de ce système-là, là. C'est ça, la pleine autonomie, là. Donc là, on se retrouve avec un système où il y a beaucoup de pertes d'autonomie. Il y a des normes, des lois, on les encadre. On les encadre pourquoi? Puis on les sanctionne parce qu'ils sont pas capables de se contrôler par eux-mêmes. Donc ça, pour un système, là, c'est une faillite, là. On ajoute des normes, des lois, des règles, puis entre-temps, il y a des professionnels qui perdent de plus en plus de leur propre autonomie, puis qui se distancient de leur ordre professionnel. Donc ça, c'est la cinquième critique, asservissement et perte d'autonomie. 5 failles. T'es-tu assez bon pour t'en rappeler? Faire de mon mieux. Si t'avais à les nommer, ça ressemblerait à quoi? Ça ressemblerait à conservatisme, intellectualisme, corporatisme. Ce que les gens savent pas, c'est que moi, j'ai les ai en pleine face. Fallait pas le dire, ça. Je me suis dit, je vais y mettre les réponses à l'écran, puis il jugera s'il doit le dire ou non. Policiarisation. Une bonne mémoire. Ben non, mais en plus, on est là, on se parle. Là, ça serait surprenant que tu retiennes tout ça. Mais pour vous, là, c'est important que vous trouviez une façon de pas de les mémoriser, mais au moins de les intégrer, là. Il y a des failles dans le système. Si quelqu'un, à votre prochain souper cet été, là, qui vous dise le système professionnel, c'est parfait, bon, vous allez être capable de dire, attends un peu, il y a des limites à tout ça, puis il y a des failles. Je trouve ça intéressant parce que c'est des critiques. À certains points, tu avais posé des questions sur le forum qui disaient genre, selon vous, c'est quoi vos les désavantages de l'ordre, puis c'est quoi votre perception de l'ordre? Puis les critiques qui ressortaient, c'était souvent une de ces 5-là. Mm-hmm. Souvent puis c'est intéressant parce que la plupart d'entre nous, on fait pas partie de l'ordre, là. Fait que c'est intéressant à voir que même ces gens-là qui font pas partie de l'ordre ont pu déjà détecter les limites puis les failles. Puis c'est important de faire cet exercice-là. Avant, je posais la même question au début de la session, là. Puis là, les critiques, c'était un ordre, ça coûte trop cher. Puis les cotisations, ça coûte trop cher. Puis ça sert à rien. T'sais, avant même de savoir à quoi ça peut servir, ils disaient que ça coûtait trop cher puis ça sert à rien. Donc, je pense que c'est le genre de questions qu'on peut poser à la fin du cours parce qu'on est capable de voir les forces, puis d'être capable de voir aussi les limites, puis peut-être d'essayer de combler ces limites-là parce que on les mentionne, mais c'est possible de corriger le tir peut-être pour réduire la force de ces limites-là. Est-ce que tu en vois d'autres des critiques, des failles du système professionnel? Vite comme ça, d'autres, je sais pas. Moi, je me rappelle, première semaine, quand t'avais montré la vidéo de Karen Duhamel, là, je trouvais ça judicieux comme choix de mettre ça à la première semaine. Là. Parce qu'après ça, tu te dis, c'est quoi notre perception de l'ordre? Puis je me rappelle, j'avais répondu sur le forum, j'avais dit, essentiellement, c'est une police, puis on n'a aucune liberté, puis ils sont juste là pour nous surveiller puis nous sanctionner, tu sais. Ouais, t'as raison. Je trouve ça bien drôle parce que, tu sais, je le vois là, tu sais, policiarisation, là, tu sais. Mais c'est là, puis c'est là au début, puis dans le cas de Karen Duhamel, on le voit aussi, puis la critique qu'on fait, c'est une critique qui est légitime, mais moi, j'ajouterais, faudrait pas qu'un ordre professionnel, ça soit uniquement ça, là. Écoute, si c'est seulement un système qui est là pour surveiller, sanctionner, c'est poche, mais au moins ils font ça. Dans le cas de Karen Duhamel, c'est pas grand-chose qu'ils faisaient, là. Ils l'ont même pas aidé, là. Hein, tu t'en rappelles? C'est ça.
Ben, c'est zéro, là. Elle disait zéro comme dans Ouellette, là. C'est ça, l'aide qu'elle a eue de son autre professionnel. Je pense que c'est ça qui faisait le plus mal, là. Si au moins il avait été là pour policier puis sanctionner, ben, elle serait pas dans ce trouble-là, là. Mhm. Là, c'était rien, là. C'était, non, on t'aide même pas. À la limite, on te nuit. C'était pas joli. Puis c'est à dessein que je me sers de cet exemple-là au début de la session, là. Je trouve pour les étudiants, c'est un petit peu paniquant, là, mais il y en a plusieurs qui font un petit peu d'anxiété là-dessus, là, mais c'est normal, là. Tu sais, tu dis, ben, le système, ça peut ressembler à ça. Puis vos milieux de travail, ça pourrait ressembler à ça. Fait que on se parle dessus pendant quelques modules pour voir si on peut pas trouver des solutions ou des outils peut-être pour Je pense passer à travers, là. ça pogne l'attention efficacement. C'est un peu le but. Ben merci de le souligner. Donc, on parle des critiques, des limites du système professionnel, mais il y a des forces. Puis, j'arrêtais pas d'en parler. Puis, je pense qu'il faut le faire ici aussi. Ce serait bien plate de finir sur cette note-là puis de dire que le système professionnel, ça sert à rien, ça sert juste à sanctionner. Puis, il y a des forces. Puis ça aussi, j'ai essayé de le démontrer. J'en ai 12. Non, j'en ai 12. J'en ai 8 pour toi, des forces. Fait qu'il y a plus de force qu'il y a de défauts, en fait. Je sais pas. Je sais que j'en nomme un peu plus. Je me suis fié sur le texte de Frankel en question qui lui avait plus de force. Donc, c'est à vous de voir. Vous l'avez vu dans le cours, là. J'essaie pas non plus de vous convaincre que le système est parfait, mais au moins que vous soyez suffisamment bien formé pour voir les forces, les failles, puis décider par vous-même d'y adhérer ou non à ce système professionnel. Donc, la première force, ancrage moral. À quoi ça sert un ordre professionnel? Ça sert à vous donner un système de valeurs communes. C'est un peu le défi en ce moment, là. Chacun a ses propres valeurs, puis chacun, on le voit sur Internet, là, chacun a ses petits codes moraux, puis alors qu'un ordre professionnel, ça a besoin d'un petit peu plus de cohérence, puis de valeurs partagées, puis on a besoin que mais les membres s'alignent sur quelques grandes valeurs, puis la protection du public, c'en est une, là. C'est pas la seule, mais c'est la valeur phare, puis on se dit, on peut avoir nos différends, mais on va s'aligner là-dessus. Ça fait du sens au final, parce que c'est tes valeurs qui guident tes actions, là, essentiellement. Ben ça, oui, effectivement, ça fait partie des arguments qu'on a vus, des courants, l'éthique de la vertu, c'est un peu ça. Puis la grille de Legault est pensée comme ça, là. C'est pas, la grille vous dit pas quelle décision prendre. Ce qu'elle vous permet de voir, c'est qu'à toutes les fois que tu prends une décision, tu l'alignes sur une valeur ou deux. C'est beaucoup quelque chose de personnel. Puis je pense que Legault le disait aussi dans son chapitre sur la grille. Il disait au final, la grille, c'est un outil de comment on pourrait dire en français, mais self-discovery là, en anglais. Oui, c'est de l'auto-révélation, là. C'est toi qui tranquillement révèle tes propres valeurs à travers ton analyse, là. Tu le fais, si tu le fais bien, ça te permet d'expliciter, de voir tes préjugés puis préconceptions là, sont là, tu le sais pas, tu dis moi j'ai pris telle valeur, c'est ça la bonne décision. OK, mais quand tu prends le temps d'analyser, mais tu vois que ta décision est alignée sur telle valeur. Puis tu le savais peut-être pas, mais ta décision est orientée en fonction de tes propres intérêts personnels. Puis tes intérêts personnels, tu as tendance à les aligner sur le profit économique de ton employeur. Fait que ben, c'est-tu mal? Non, tu peux prendre ce genre de décision-là, mais il faut que tu en sois conscient, là. T'es bien loin de la protection du public, là. C'est une autre valeur qui t'est en train de... Puis, je pense que c'est important de le voir aussi, là, que je pense que c'est une des forces de la grille. Il y en a plusieurs qui se disent, il y a une grille, je prends une décision, à l'aide de la grille, je vais arriver à une bonne décision. C'est pas ça. Nope. Non, c'est de te faire voir que t'as pris une décision, tu l'as aligné sur une valeur, puis en plus, ça te fait mal parce que tu vois les autres valeurs que tu es en train de sacrifier. C'est un peu ça le but de l'exercice. Mais la première force dont je voulais te parler, c'était l'ancrage moral. C'est ça, là, c'est de nous assurer que la plupart de vos décisions soient alignées sur des valeurs communes, dont la protection du public. Donc, ancrage moral. La deuxième, c'est le système sert à donner un petit peu de contrôle au public.
Donc ça, c'est un peu rassurant là, quand on a des ingénieurs ou des professionnels en sciences et génie qui prennent des décisions difficiles, qui peuvent mettre nos vies en danger. Ben, c'est intéressant de donner au public un petit peu de contrôle en disant, il y a un système, il y a des lois. Si t'es pas content de ton professionnel, tu peux faire une plainte. Si t'as l'impression qu'il a erré en jugement, tu peux te plaindre aussi à leur ordre professionnel parce qu'il y en a d'autres professionnels qui arriveraient peut-être pas au même jugement ou à la même décision. Donc ça donne, c'est une autre, ça rassure le public là, de savoir que il y a un système, il y a des lois, vous êtes encadré, vous êtes supposé de servir le public. Puis quand on a l'impression qu'un professionnel s'éloigne de ça, il y a la frustration du public, puis il y a des outils, puis des recours possibles. Donc ça, c'est la deuxième force. Troisième force, un système professionnel, ça sert à quoi? Ça sert à socialiser à mettre en réseau social les pairs. C'est un petit peu ça, là, avant, ce réseau-là existait avant les réseaux sociaux. Là. Donc, un ordre professionnel, c'était ça, c'est vous mettre en lien. Vous avez souvent des défis, des problèmes similaires. Pourquoi pas se mettre en lien pour partager les pistes de solutions. C'est un ordre professionnel, vous êtes pas loin, l'ordre des ingénieurs, c'est pas loin de 80 000 avec les CPI, là. Quand même. Ben, c'est ça. Ça devrait, si vous vous mettez vraiment bien en réseau, on devrait avoir des sous-réseaux selon les champs d'expertise, puis des formations qui vous permettent de rester à jour, puis idéalement, c'est ça, là. Puis s'il y a des problèmes, on les partage à des pairs, ça nous donne des ressources à l'extérieur de notre milieu de travail. Puis là, il y a des soupers qui se font entre les professionnels, puis des petits pots de vin qui apparaissent. Bon, ça, si ça se passe, c'est un problème. Mais ça, tu sais, faut être capable de l'adresser. Puis pourquoi c'est un problème? Parce que on n'est pas supposé de servir les intérêts personnels. On est supposé de servir les intérêts du public. Puis là, la question, c'est est-ce que ces petits cadeaux-là, puis pots de vin, ça sert les intérêts de l'industrie, ça sert les intérêts personnels ou ça sert les intérêts du public? Donc, troisième force, c'est celle-là, socialiser entre pairs. Quatrième force, préserver les valeurs de la communauté de pairs. Donc ça, j'en parlais un petit peu plus tôt en disant que c'est une des failles, là. C'est le système, il est lourd, il est dur à changer. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est que lorsque c'est enchâssé dans des textes de loi, ça donne une cohérence à long terme à tout ça, là. C'est-à-dire que, tu l'as dit tantôt, là, en 40 ans, ça n'a pas vraiment changé. Puis c'est un petit peu frustrant parce que le milieu de travail a changé. Vous vous êtes rapprochés de vos employeurs. Les employeurs, là, surtout en génie, là, ça s'est vraiment développé depuis les 40 ans. Là. Vous travaillez de plus en plus à l'extérieur du public, vous travaillez pour des employeurs, mais le système, lui, n'a pas changé. Ce qui fait que vous avez toujours les mêmes obligations envers le public, même si le contexte a changé. Puis ça donne une cohérence à long terme. C'est frustrant. On pourrait se dire, on va le changer, le système, là. Protection du public, je veux bien, mais j'ai le droit de faire ce que je veux. Ouais, mais il va falloir que tu changes le système pour que tu puisses... Sinon, le système, il t'oblige à servir le public d'abord, même si le contexte a changé. Fait que ça, c'est agaçant, mais c'est intéressant. Les lois, les chartes, ça donne une cohérence à long terme. La société change, mais le texte change pas. Fait que c'est comme si le texte te rappelait, rappelez-vous les valeurs de celles et ceux qui vous ont précédé, là. Ceux qui étaient là avant toi se sont dit, nous autres, on va mettre la protection du public juste en haut, là. Puis on va aligner tous nos devoirs et obligations en fonction de ça. Puis là, toi, le contexte change, puis tu dis, là, j'ai un employeur. Je savais même pas que j'avais un ordre professionnel. Ah ouais? Ah, le système, lui, il l'a pas oublié. Puis les mêmes lois s'exercent. Moi, la question que je me pose par rapport à ça, c'est est-ce que malgré l'évolution de la société et du milieu de travail, est-ce que les textes ont nécessairement besoin de changer ou c'est pas des principes moraux qui sont plus généraux? C'est le vrai défi des textes, des chartes, des lois. C'est la société change, puis est-ce qu'elle a suffisamment changé pour qu'on change
ses textes, ses lois, ses chartes. Puis plus c'est profond, là, une charte, c'est vraiment dur à changer. Là. Une loi, ça peut changer. Une loi secondaire, ça peut se créer. Fait que c'est pas juste dans ce seul champ-là. Là. Dans le champ politique, là, c'est la question qu'on se pose sans cesse, c'est la société a changé, est-ce qu'on change nos lois? Pour tenir compte de ces changements-là, ou au contraire, comme tu dis, ben non, ces lois-là avaient une certaine valeur. Les grandes chartes des droits et libertés, si on prend nos chartes là, canadiennes, là, la liberté religieuse est enchâssée dans le texte de loi. Là. Nous autres, la religion, ça fait au moins 40 ans qu'elle a pris le bord. Là. Mais la liberté religieuse est encore là, pleinement là, dans les chartes. Fait que ça crée des défis. On veut changer nos lois pour qu'ils s'ajustent à notre société, parce que la société a changé, mais il faudrait changer la charte. Puis ça, bonne chance. Ouais. 4 forces, es-tu capable de les nommer? Ancrage moral, évaluation et contrôle public, socialisation des pairs, puis accroissement de la confiance du public et de la réputation de la profession. On y reviendra à celui-là, mais bravo, t'es bon. Il lit encore à l'écran. Mais voilà, c'est comme ça sert Démasqué. à ça. Démasqué. J'en ai 5, j'en ai 4 autres. 5e force, à quoi, on est toujours dans le même questionnement, à quoi ça sert le système professionnel? Le système permet de révéler les manquements et sanctionner les manquements. Donc, ça a l'air simple, là. Mais tu t'imagines retirer un ingénieur plein titre son droit d'exercice, là? T'as menti, t'as fraudé, t'as plus le droit d'exercer la profession pendant 10 ans. Ça prend des assises légales solides, là, pour y dire ton employeur, il pourra même plus t'embaucher à titre de professionnel parce que t'as même plus le droit d'exercer la profession. Donc, ça prend un système. Le système, il sert aussi à ça, là. Donner les coups des franges pour sanctionner au besoin. Radier, je te prive de ton droit d'exercer pendant 5 ans. Ça prend des outils normatifs pour essayer de faire ça. Là. Sinon, bonne chance. En même temps, si moi ça m'arrivait, je la retiendrais en Boswell, la leçon. Là. c'est ça. En Boswell, certain. Donc, sanctionner, ça sert à ça, puis ça prend des outils pour le faire. Puis le fait qu'on ait des codes aussi précis, aussi détaillés, ben ça permet de faire ça. Là. Si tu vois un professionnel poser un geste, ben ça ressemble à un conflit d'intérêts. Tu te dis, ben là, le code, il dit que tu peux pas faire ça. Fait qu'on va te sanctionner pour ça. Ben, on peut s'appuyer sur un texte de loi, puis des sanctions appropriées. Ça risque d'être contesté, mais justement, ils ont les outils nécessaires pour sanctionner au besoin. 6e force, le système professionnel permet d'accroître la solidarité et le soutien des pairs. Ben, 80 000, ça devrait vous donner de la force. Hein? Je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de forces qu'on a nommées jusqu'à maintenant, que ces forces-là existaient même avant 1973. Ouais. Le système, il avait été pensé comme ça, pour ça, puis la seule différence, c'est qu'il s'est maintenant enchâssé dans des textes de loi. C'est comme si avant, on envoyait la pertinence, puis là, on vous oblige à en comprendre la pertinence. C'est un petit peu ça, la différence, mais c'est sûr que d'un regard externe non informé, t'as l'impression que le système, il t'est imposé, parce que ça arrive avec des lois et des normes. Mais t'as raison, bien avant que ça vous soit imposé, vos pairs se sont dit, ça serait intéressant de se regrouper. À l'époque, il était peut-être 50 000, ben, je sais pas, 73, peut-être encore moins, mais on se dit, on se regroupe. Puis même avant, on se regroupe, on se donne des valeurs communes, puis on se défend entre nous. On défend celles et ceux qui partagent avec nous ces valeurs, puis qui les défendent. Puis c'est un petit peu ça qui était choquant avec Karen, là. Tu te dis, je peux pas croire qu'ils l'ont laissé tout seul, puis qu'ils l'ont laissé tomber, là. Un autre professionnel, ça devrait au moins servir à aider Karen Duhamel à s'en sortir. Elle fait exactement ce qu'elle doit faire, là. Elle défend les lois, la loi sur les ingénieurs, elle appelle son ordre professionnel en disant, il y en a qui s'éloignent carrément de mon code, puis sinon de la loi. Aidez-moi, sanctionnez-les, intervenez, puis ils font pas grand-chose. Un ordre professionnel, ça devrait être, au contraire, 80 000 membres qui sont derrière en disant, let's go Karen, on y va ensemble. Absolument.
Donc, 6e force, c'est cette force de solidarité. 7e force, résolution des conflits entre pairs. Donc ça se peut. Ça se peut. Si on laisse de l'espace au jugement, ben, ça se peut qu'on ait 2 professionnels qui jugent pas une situation de la même façon. Puis ça se peut qu'on se retrouve devant l'ordre pour trancher en disant ben, qui a raison. On pense qu'on a raison. On a exercé tel jugement dans telle circonstance. Il y a eu une tension, il y a eu un problème. Ben, ça prend un lieu pour résoudre ce genre de tension-là. Puis un ordre, ça peut servir à ça. Et 8e et dernière force, le système professionnel accroît la confiance du public et contribue au maintien de la réputation de la profession. Donc celle-là, c'est une force cumulative, je dirais. Là. Si toutes les forces se sont déployées, puis c'est pas toujours le cas, là. Donc là, c'est dans l'idéal là, que je vous ai placé ça. Mais si toutes ces forces sont là, sont déployées, ben à la fin, on devra avoir un public qui a confiance envers le système professionnel, des professionnels qui ont confiance envers leur propre système, puis qui le défendent. Donc ça, c'est cumulatif. Si tout se passe bien, si ces forces-là sont mises en œuvre, on devra avoir un accroissement de la confiance du public, ou du moins un maintien de la confiance du public. Veux-tu les nommer? 8. Ah, ben ça va être notre indice du dernier podcast. Oh, on y va. On y va. Je vais mettre le petit son ici. Fait que l'indice, c'est les 8. Ben, l'indice, ce sera d'en nommer, disons, 2 sur 8. Là. OK. Ben, nommer les plus courts, comme ça, ce sera pas trop long à écrire par courriel. Bonne idée. L'indice. On va dire le 7e, solidarité et soutien des pairs. Ouais. Le 8e, résolution des conflits entre pairs. Puis là, j'ai skippé 5 et 6. Là. Le 5e, c'était préservation des valeurs de la communauté de pairs. Puis 6, c'est révéler les manquements aux valeurs des pairs. Bravo. Puis les 4 premiers qui avaient été mentionnés, ancrage moral, évaluation et contrôle du public, socialisation des pairs. Donc voilà, il y en a 8. Puis vous m'en nommez 2. Puis voilà, vous aurez réussi votre dernier indice. Fin de l'indice. Voilà, c'est tout. On se revoit en classe virtuelle mardi prochain avant votre examen. On se voit le midi pour votre caout. Puis sinon, ben on se revoit le soir pour votre examen. Avec moi en studio, c'était Jean-Christophe Baleine. Hello. Merci Jean-Christophe. Merci Jean-François. Allez, bonne étude. On se revoit tous et toutes pour votre examen final et ce seront mes derniers mots pour cette saison du podcast FI 3900 été 2026. Allez, au revoir. C'est bien passé. Pas le petit accro au début. Bonjour Jean-Christophe. C'était bon ça. C'est parce que c'est le Jean, tu sais. Le Jean, ça m'a tout mêlé dans mes dendrites quelque part. Là. Il y a une petite nervosité. Salut. C'est ça. Bonjour Jean-Christophe. Bonjour Jean-Christophe.